RCN. Le son de la différence. Salut à tous et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma. Et oui, donc œuvre satirique par excellence, pamphlet total, anticonformiste du début jusqu'à la fin, en tout cas quasiment du début jusqu'à la fin. Oui, on va donc parler de Robocop, le premier film américain de Paul Verhoeven, sorti en 87. Et avec moi j'ai Jonathan pour en parler. Comment tu vas, Jonathan ? Ça va très bien. Donc ouais, Robocop, c'est un petit sujet qu'on a potassé un petit peu, pas à la vite fait, mais en fait on s'est dit, en fait on n'en a pas parlé et ce serait bien qu'on en parle car ce film a encore beaucoup de choses à dire de nos jours. Bah, c'est un film très intéressant à revoir aujourd'hui qui n'a pas pris une ride, qui quand on le revoit, porte les caractères des films des années 80 sur certains aspects comme les effets spéciaux. C'est pas qu'ils sont datés, c'est que simplement ils sont différents, mais la force du film reste, elle, intacte, voire elle prend en puissance en fait, hein. Donc c'est un film qui est vraiment intéressant à revoir, comme souvent d'ailleurs avec les films américains de Paul Verhoeven, hein. Ouais, et donc c'est le premier film américain de Verhoeven, car avant cela, il faut revenir un petit peu sur la carrière du bonhomme. Il arrive donc aux États-Unis à 49 ans, et il venait de faire notamment le film La chair et le sang, qui est le dernier film qu'il a tourné en Europe, à cette époque-là, donc sorti en 85. Et donc Verhoeven décide de partir aux USA, surtout en partie, on va dire, par dépit, car donc pour espérer continuer de travailler, donc, il doit partir des Pays-Bas, étant donné que le refus du gouvernement en fait, à financer ses films jugés notamment trop décadents ou pervers. C'est le Hollandais violent, hein, voilà, c'est son surnom, le Hollandais violent. Ouais, c'est assez étonnant de se dire qu'un Européen trouve refuge aux États-Unis du fait que ces films ont du mal à se monter en Europe pour des raisons de censure ou simplement de problèmes de financement. C'est assez étonnant. En général, c'est plutôt l'inverse. Et ce sera l'inverse d'ailleurs à la fin de sa carrière, puisque après une période aux États-Unis riche, il aura quand même là-bas aussi un certain nombre de problèmes et finalement il reviendra en Europe. Oui, c'est vrai que c'est un réalisateur qui a été très très connu pour aller dans les choses les plus crues aux Pays-Bas, notamment avec Turkish Delight, Spatters, ou donc bien évidemment La chair et le sang, qui est d'ailleurs une coproduction avec une société américaine, Orion Pictures, et on en entendra parler un petit peu plus tard. Alors comment survivre aux USA tout en restant intègre ? C'est la question que va se poser Verhoeven dès le départ. Et il va recevoir en fait beaucoup de scripts en arrivant aux États-Unis, notamment un certain script nommé Robocop. Alors c'est un projet à la base peu attractif, écrit par Edward Neumeier, qui va être aidé notamment plus tard par son ami, donc, dont j'ai oublié le nom, pardon, excusez-moi, Michael Maynard. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un projet très peu attractif, comme je le disais, donc très premier degré. D'ailleurs, la réaction du cinéaste à la première lecture n'a rien d'illogique. Au bout de 20 pages, il va mettre le script à la poubelle. Oui, je pense que lui, le film ne correspondait pas dans son aspect premier degré, peut-être à la première lecture, à ce que lui voulait faire. Après, je pense que le scénario a été adapté et puis que lui a accepté vis-à-vis d'un certain nombre de choses de pouvoir avoir sa patte. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que ce réalisateur qui a encore rien fait à Hollywood à ce moment-là, qui est quand même connu. Il a un background déjà. Il a un background, il est connu en Europe, mais je veux dire, il n'a rien prouvé dans le cinéma américain spectaculaire. Comment il va gérer un film, en plus un film un peu quand même dystopique SF, en venant de... Et il a quand même eu la possibilité quand même de faire un film qui malgré tout reste à son image, alors que le projet du film ne l'était pas forcément. Alors Neumeier en fait a écrit Robocop après avoir travaillé notamment sur le tournage de Blade Runner. Il va s'inspirer en fait de ce qu'il a un petit peu vu du travail de Ridley Scott et se dit qu'en fait de faire un univers de science-fiction dystopique notamment basé sur un flic mi-homme mi-robot peut facilement aussi on va dire trouver preneur, quoi. Donc c'était un scénario à la base très simple, très simpliste même, sans être méchant. Et donc en fait, Verhoeven va donc le foutre à la poubelle, mais c'est surtout grâce à sa femme en fait, Martine, qui est persuadée d'y déceler une version assez acerbe et cynique de l'Amérique, qui va en fait le faire changer d'avis. D'accord, donc c'est vraiment vis-à-vis de sa femme du coup qui change d'avis. Après je pense que les auteurs, comme tu l'as dit, c'était basé aussi sur le fait que même si ça n'a pas été un succès Blade Runner, ça vient de cet aspect-là un peu, et il y a eu quand même le succès de Terminator. C'est-à-dire que c'est un sujet
qui malgré tout est en vogue à ce moment-là, puisque les moyens techniques et les effets spéciaux sont à ce moment-là en mesure de faire des choses intéressantes pour traiter de ces sujets. Donc finalement, je pense qu'il y a plusieurs points qui vont faire qu'il va finir par accepter, et notamment le fait d'avoir la possibilité, dans le cadre d'un... C'est pas non plus... c'est un studio qui vient de faire Terminator, qui a du succès, qui a montré qu'il pouvait faire confiance à un auteur, James Cameron, pour faire un film intéressant. Donc je pense que c'est ça aussi qui va attirer Verhoeven, c'est de se dire, bon, c'est peut-être pas un sujet à la base, le scénario qui me plaît le plus, mais grâce à ce scénario, grâce à ce studio-là, peut-être que je vais pouvoir quand même en faire quelque chose d'intéressant, quoi. Exactement. Alors donc comme je le disais, Neumayer a écrit le scénario. D'ailleurs, il le dit lui-même, en fait, il s'était beaucoup inspiré de Blade Runner, notamment sur le fait d'avoir ce répliquant, enfin un flic chassant des réplicants, donc des cyborgs. Là, cette fois-ci, c'est un homme cyborg qui va donc promouvoir la justice. Mais Verhoeven, en fait, lui, va vouloir montrer autre chose. Il va vouloir montrer en fait le certain cynisme de l'Amérique, son certain double jeu très semblable à lui-même. D'ailleurs, il était considéré comme le Hollandais violent, notamment par la façon de filmer des scènes assez crues. Mais c'est surtout en fait un mec qui aime beaucoup jouer sur l'ambiguïté. En fait, c'est un réalisateur qui laisse divaguer en fait la conscience du spectateur, qui va en fait lui envoyer la réalité en pleine figure. C'est ce qu'il va vouloir faire avec Robocop, avec le script, qui va donc demander à Michael Miner et Edward Neumayer de remanier. Et le temps que ça se fasse, Verhoeven, lui, en fait, a entre-temps prouvé ses qualités de cinéaste en dirigeant des équipes américaines, notamment sur la série télé Le Voyageur. Et c'est surtout avec ses relations avec Orion Pictures, qui furent d'ailleurs, comme je le disais, les coproducteurs de La Chair et le Sang, qui vont l'aider en fait à lancer ce projet. Car Orion Pictures, en 87, ils sont auréolés d'un autre scénario, d'une autre production, qui va cartonner, qui s'appelle Terminator. Bah oui, et puis Terminator, ça a été quand même un film, un carton, surtout d'avoir pu montrer un film un peu SF avec des effets spéciaux très performants, en tout cas à l'époque. Et donc du coup, je pense que c'est aussi une date, non pas simplement parce que c'est un bon film, Terminator, mais simplement aussi, je pense qu'il y a il y a l'idée que ça y est, on a les moyens techniques et d'effets spéciaux pour donner une vision différente d'un futur, un futur dystopique. On va avoir les moyens là de pouvoir en faire quelque chose avec une certaine liberté quand même. Et Verhoeven, parce qu'en fait, ça permettait aussi à Verhoeven, Orion Pictures est encore une société indépendante, ça a permis à Verhoeven d'avoir quand même assez les mains libres pour bosser sur ce projet, quoi. Mais de toute façon, quand tu regardes le début du film, c'est très couillu. Normalement, tu commences c'est un film qui a quand même coûté un peu d'argent. Il a coûté 13 millions. 13 millions. Bon, à l'époque, 13 millions, c'est comme si ça devait être 75 aujourd'hui. Donc, c'est quand même un film qui a coûté de l'argent, même s'il n'y a pas de star. Exactement. Il n'y a pas de star, mais c'est quand même un film qui a coûté. Et il commence là sur cette espèce de JT, où on passe d'une information horrible à une pub pour un jeu de société nucléaire. Enfin, et commencer ça, c'est quand même pas anodin. Commencer comme ça son film, c'est pas anodin. Et donc, ça prouve aussi la liberté quand même de ton qu'il a réussi à imprégner son film, qui n'était pas évident sur le papier quand même. Et oui, donc c'est vrai que comme tu le disais, donc c'est un casting exempté de stars, mais en fait on retrouve des acteurs et des actrices confirmés. Oui, bien sûr. On retrouve Peter Weller dans le rôle d'Alex Murphy, le rôle principal, Nancy Allen qui va être son bras droit à la police. On retrouve Kurtwood Smith et qui va être un peu le chef de gang, le tueur à la Jean-Pierre Bacri, j'ai envie de le dire. Et Miguel Ferrer également, aussi un des personnages importants, qui va représenter aussi tout ce milieu très cynique de la finance et on va dire du capitalisme américain. Alors donc le tournage a eu lieu donc le 6 août 1986 jusqu'au 20 août 1986. Et malgré le lieu de l'intrigue, car l'histoire de Robocop se déroule à Détroit, le film a été tourné à Dallas. Car c'est selon un vœu de Verhoeven, car pour lui c'est la ville à l'architecture la plus futuriste, selon lui, en tout cas à cette époque. Et d'ailleurs quelques scènes ont été également tournées à Pittsburgh, surtout les séquences finales à la Syrie, parce qu'en fait les lieux d'ancienne Assyrie un peu abandonnés étaient parfaitement adéquats pour le film. Bah et puis je pense qu'il voulait, comme tu l'as dit, il y avait des décors plus futuristes.
À Dallas, maintenant, il voulait vraiment, je pense, montrer ce contraste entre un côté futuriste. Surtout l'architecture du milieu de la municipalité, celle de la police, en fait, sont très très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir en fait, dans les films des années 80, un peu dystopique aussi d'ailleurs. Donc en fait, le film avec un côté chaotique à côté de ça, c'est-à-dire faire se répondre cet aspect futuriste pour une élite et puis l'aspect totalement chaotique du reste des scènes, là où vont intervenir la police. Et faire ce dialogue dans ce film était nécessaire pour lui de ne pas tourner du coup à Détroit, même si c'est cette idée parce qu'on n'a pas raconté le film, mais je vais le raconter. Il y a quand même cette idée de faire d'un nouveau Détroit, un Détroit futuriste et tout ça, alors que en bas, c'est l'anarchie la plus complète, quoi. Oui, car il faut revenir donc dans le contexte des années 80, fin des années 80. On est donc sur une des premières grosses crises automobiles, à partir des années 70, première crise pétrolière. Détroit, qui était l'un des plus gros joyaux, on va dire, de la ville américaine, la ville économique américaine, avec forcément les grandes entreprises automobiles, comme l'était donc General Motors, Ford et compagnie, forcément commence à s'écrouler. La ville de Détroit va au fur et à mesure descendre, s'écrouler. Et d'ailleurs, elle est telle qu'elle est dans les années 2000, telle qu'elle était montrée à la crise de 2008, où la ville était quasiment abandonnée, quoi. Alors, donc l'histoire, c'est quoi ? Abattu durant l'exercice de ses fonctions, l'officier Alex Murphy, donc campé par Peter Weller, est dans un futur proche réanimé en un cyborg mi-homme, mi-machine, appareil vivant destiné à endiguer le crime dans la ville de Détroit, alors qu'on s'apprête à reconstruire celle-ci entièrement à destination de ses cadres de l'industrie de l'armement. La police perd le contrôle du robot quand ce dernier, assailli de souvenirs, part enquêter sur sa propre mise à mort. Et donc voilà, il y a un côté, dès le début, ce flic est présenté comme un flic, le bon gars, le bon flic. C'est ça qui est très très bien amené par Verhoeven, désolé de t'avoir coupé. C'est que le film en fait s'installe d'emblée sur deux échelles de lecture. On a d'abord donc la première frontale, où on a donc Murphy et son combat à retrouver son humanité perdue. Donc, qui suite à un meurtre sadique par un des membres de gang, son corps fut donc récupéré par un conglomérat militaro-industriel qui va donc le réincarner en un exosquelette de métal. Voilà, c'est ça. Et en fait, il va y avoir, quand ce personnage principal meurt, même si on se doute que ça va être Robocop, il y a vraiment Verhoeven qui, à ce moment-là, va traiter cette scène vraiment comme la crucifixion. Alors oui, si on va parler tous les thèmes tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses. On en parlera plus tard. Alors, mais simplement, voilà, il y a tout de suite une portée un petit peu religieuse avec cette résurrection qui là prend l'aspect de ce cyborg. Et du coup, voilà, le film, comme tu le dis, va raconter cette quête un peu de ce personnage où il y a quand même des traces d'humanité vis-à-vis de ses souvenirs. Et à côté de ça, va nous faire une toile, va nous présenter nous faire le paysage américain à la sauce Verhoeven, c'est-à-dire une description acerbe et cynique d'une police qui littéralement, et c'est un des thèmes du film, d'une police qui appartient à une entreprise privée, et avec des règles qui c'est littéralement un des twists du film, à savoir que le personnage principal, donc Robocop, a une quatrième limite dans son fonctionnement, c'est celle de respecter l'entreprise, quitte à ne pas respecter la loi. Et alors donc, qu'il y a un souci dans l'histoire avec l'entreprise lorsqu'il enquête. Et c'est là où le film devient aussi extrêmement intéressant, c'est dans ce portrait des États-Unis, Reagan, avec un néolibéralisme qui n'a pas de limite. C'est ça la deuxième échelle de lecture. En fait, on est donc sur une peinture totalement satirique en fait d'une nation complètement obsédée par le profit et aussi donc sur la question sécuritaire. Sur la question sécuritaire qui doit répondre au chaos, puisque c'est là où aussi il est ambigu Verhoeven, et que le film a été à la fois vu comme une critique acerbe de Reagan, enfin en tout cas de l'aspect néolibéral des États-Unis, mais c'est aussi, il a été vu aussi vu comme un film de droite sur certains aspects, puisqu'il va montrer la violence et le chaos, mais que faire vis-à-vis de cette société qui produit. Et c'est là aussi le film est très très impressionnant, je trouve, quand on le revoit, c'est de voir ces
ce chaos, comment il le met en scène et comment il montre avec une telle force des personnages qui jouent un peu à la base les méchants, mais lui qui va les montrer d'une manière sans aucune once d'humanité et puis de rire. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui serre le ventre quand on revoit ce film, qui a un côté un peu second degré, qui a un côté drôle sur certains aspects, mais qui est dur. Qui est dur sur certains autres aspects dans sa description du produit de la société qui produit des gens qui ont plus de bien et de mal, quoi. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui travaille beaucoup Verhoeven dans cette film, c'est montrer une espèce d'abstraction de la violence et de la jeter comme ça au niveau des yeux du spectateur entre deux moments plus sympas, et puis mais attention, ça c'est là aussi, cette violence elle est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est les sous-couches de lecture en fait qu'il arrive à mettre en place. C'est les différentes couches de compréhension de ces films qui font qu'on peut pas les classer, qu'on peut pas vraiment les faire rentrer dans une case en fait. Voilà. Comme je le disais plus tôt, en fait, il y a un côté très polissage presque mis en avant, et forcément il y a le doux retour à la réalité. C'est une chose qui va le faire dans quasiment tous ces films. Vous prenez également pareil Starship Troopers avec donc le personnage principal de Casper Van Dien qui se dit tiens, moi j'ai envie de travailler pour ma société, donc je vais devenir soldat parce qu'en plus ça me permettra d'avoir le droit de vote, donc en plus il y a encore le côté encore plus dystopique derrière. Et du retour réalité, première scène de combat, Clenda tue, il est mort. Voilà, fin de partie. C'est quasiment fin de partie, quoi. Alors il y a toujours cette ambiguïté là, mais c'est la grande force en fait de Verhoeven, hein. C'est comme Robocop en fait, faire un monument d'action assez hardcore où en fait à côté on va voir quelque chose surnager, notamment par petites piques, un regard sardonique, anticonformiste sur l'Amérique et surtout l'Amérique réganienne, hein, parce qu'à l'époque on est sur on va dire un très très haut mise en place encore de l'Amérique réganienne, même si c'est bientôt la fin de son mandat, où va arriver notamment un certain George Bush Senior, on voit donc tous les héros d'action des années 80 à partir de 84, hein, donc notamment Stallone avec les Rambo 2, les Schwarzy qui vont donc renforcer encore un peu plus le culte du cinéma d'action de cette époque. On va avoir encore des héros qui certes ont plutôt vieilli mais qui vont toujours continuer sur le côté vigilant, comme par exemple le Justicier dans la ville et compagnie. Et au milieu de tout ça, on a donc ce Robocop. Ouais, on a ce Robocop qui reprend un certain nombre de codes de ces films, qui en crée aussi et qui en détourne un certain d'autres, quoi. Parce qu'il faut pas oublier que c'est surtout la vision américaine qui va montrer quelque chose de très différent, c'est-à-dire que tous ces personnages-là d'action que je disais auparavant, on va toujours montrer des personnages forcément bien ou mal et compagnie. En fait, la force avec Verhoeven, c'est qu'il va laisser aucune place. Il va surtout en fait dépeindre tout le monde d'une certaine manière. C'est un film féroce en fait sur une vision totalement américaine. D'ailleurs, même une société au bord de l'implosion, parce que finalement, on a toutes les couches de société qui sont ni plus ni moins en fait tous des salopards d'une certaine manière. On a par exemple l'Amérique yuppie donc de Wall Street, donc qui est accro aux putes et à la coke, on va dire ça comme ça, avec le personnage de Miguel Ferrer, donc qui est un mec qui veut absolument rentrer à fond dans la société, donc qui a donc créé Robocop. Qui a créé son projet, c'est Robocop, et face à l'autre en fait il y a donc les vieux de la vieille de l'entreprise qui veulent en fait créer leur robot ED209 qui est beaucoup plus une machine qu'un être à penser, quoi. Et qui sont prêts à tout jusqu'à la mort, jusqu'au meurtre. La mort. Et il y a une phrase qui revient souvent, c'est il faut trouver il y a un business à chaque porte. Voilà, dans chaque aspect de la société, dans chaque couche, dans chaque idée, dans chaque chose, il y a un business à faire. Et la justice c'en est un. Et la justice c'en est un, donc si on peut faire un flic qui ne dort pas et 24 heures sur 24, voilà, si ça nous permet de faire de l'argent, et ben on le fait. Et donc cette espèce de lutte entre deux projets dans cette entreprise de requins où le seul objectif ce n'est pas la justice du tout, c'est de vendre son produit à haute échelle, quitte à ce que ce soit quelque chose de dysfonctionnel. Et donc c'est un des aspects que sur lequel évidemment Verhoeven appuie, c'est la conséquence d'un marché hors contrôle qui s'empare de la société, quitte à perdre ses repères les plus basiques. Et comment Verhoeven montre que ces personnes en fait sont au-dessus des autres parce qu'elles sont occupées à autre chose, c'est tout simplement grâce à la désinformation à la télévision, le consumérisme
présenté par la télévision et compagnie, d'où la séquence d'introduction, comme tu disais, avec les changements de rapport de ton dans le journal télé, où entre un truc horrible arrive et d'un autre en mode ah bah regardez, nouveau produit, c'est vachement cool, c'est vachement bien, regardez, on peut faire des trucs super bien. Procédé qu'il réutilisera dans Starship Troopers aussi. Voilà, le fameux voulez-vous en savoir plus, voulez-vous en savoir plus, qui en plus pas seulement relié sur la télévision mais aussi sur internet, hein. Et quand Starship Troopers est sorti, on était en début 2000 je crois, 97 ouais, ah vache ouais, 97 et c'était les balbutiements d'internet encore, hein, donc, oui, et puis c'est pareil, il avait à ce moment-là réussi à donner une vision avec, voilà, il y avait un vrai budget, des vrais effets, et ça faisait que renforcer cette vision. Et là, c'est pareil dans Robocop, cette espèce de JT absurde où deux présentateurs avec le grand sourire parlent de choses horribles, et puis que tu aies des pubs entre chaque reportage comme ça qui soient mis. Bon, c'est pas anodin, mais il y a vraiment un côté caricatural, mais drôle, et drôle et surligné, et puis on est vraiment là dans l'aspect le plus caustique et cynique et satirique de Verhoeven. Il s'est fait totalement plaisir, notamment avec la présentatrice, avec, on va dire, cette coiffure très années 80, avec cette permanente, ou cette société réganienne, donc, où on a vraiment tout l'aspect du libéralisme arrogant qui a été montré maintes et maintes fois dans les années 80, mais qui se montre vraiment aussi dans cet aspect-là sur cette espèce de néoconservatisme triomphant. C'est-à-dire qu'on réussit à battre, on va dire, tout le mal qu'il y a dans la rue, quoi, d'une certaine manière. Dans cette satire exacerbée où les jeux sont caricaturés, il va le mettre en contraste avec des choses beaucoup plus terre-à-terre et violentes. Et c'est là où il est fort, surtout quand on se dit qu'il a, quand il fait le film, il a 50 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'il a 30 ans, 25 ans, 30 ans de carrière derrière lui. Et il arrive aux États-Unis avec, sans avoir jamais géré un genre de film comme ça. Et ils vont faire avec une efficacité complètement folle. Il n'a jamais fait de film de science-fiction auparavant. Voilà, donc arriver aux États-Unis et faire un film qui est une telle réussite dans l'action aussi, tu vois, il y a plein dans l'esthétique. Dans l'esthétique. Bon, après, il s'est entouré de sacrés phénomènes aussi, mais on est aussi dans un esthétique, on va dire, de ce que je vais signaler de trash culture des années 80, que ça soit par les spots de pub assez débiles à souhait, donc notamment par exemple les pompes cardiaques Yamaha, les jeux de société nucléaire et compagnie. Finalement, en fait, Robocop, par cet aspect-là, n'est pas totalement un film futuriste. Mis à part du questionnement du souvenir chez un être cyborg, qui est peut-être une thématique beaucoup plus proche du cyberpunk que d'autres aspects de science-fiction, mais on est vraiment sur un miroir, on va dire, assez difforme. C'est un miroir, c'est pas forcément, on est assez dans difforme de la société américaine. C'est pas le sujet de se dire. Plutôt environnante de l'époque. Voilà, il a pas envie de mettre le film dans un futur proche, ça l'intéresse pas. C'est, comme tu le dis, plutôt un miroir des excès ou des aspects de la société des années 80, avec certains éléments un peu futuristes, mais c'est pas l'idée de vouloir placer ça dans une réelle dystopie expliquée avec un lore, avec des événements qui se sont passés. Ça l'intéresse pas. L'idée, comme tu le dis, c'est de faire un miroir des éléments les plus nocifs de ce qui se déroule aux États-Unis à ce moment-là. Mais clairement, parce que finalement, quand on voit certaines scènes aussi qui peuvent être, qui ont été, je pense, aussi très clichés, notamment par exemple le braquage dans les supérettes, les trucs comme ça. Il y a la petite touche d'humour forcément avec le personnage de Robocop, la façon dont il parle. Mais il y a toujours cet aspect aussi très humour noir, en fait. Il y a à la fois cette petite phrase façon années 80. Il y a la cruauté très présente, mais il y a l'humour noir aussi. Quand, I will be back, des choses comme ça, il y a toujours les années 80, cette petite ligne de dialogue qui va faire sourire. Bon, dans Robocop, il y a aussi ça, quand il va intervenir à un moment donné, quand il y a la prise d'otage du maire, ou des choses comme ça, il y a un aspect un peu caustique, mais c'est quand même ultra sombre.
comme film, et notamment la scène du début, la scène du meurtre de Murphy, elle est d'une cruauté, incroyable. Elle est d'une cruauté absolue, rarement vue à cette époque-là dans un film tout court, quoi. Et là, en plus d'être dans un film, elle est dans un film en plus dans un blockbuster. Ouais. Et c'est ça qui est assez fou, quoi. C'est qu'il y a une noirceur et une dureté dans ce film, à côté de effectivement des choses plus drôles. Ouais. Eh bien, c'est parfait. On va pouvoir parler un petit peu du personnage de Murphy, parce que comme tu parlais un petit peu avant de la crucifixion, car oui, Verhoeven le dit lui-même, c'est un film messianique d'une certaine manière. Il a voulu faire une relecture de Jésus. Verhoeven d'ailleurs ironiquement annonce vouloir filmer la violence comme Satan tuant Jésus. Et donc il fait un peu de son Robocop en fait comme une relecture de l'arrivée du Messie, parce que finalement Murphy est tué dans l'exercice de ses fonctions. Il renaît sous la forme d'un être puissant et quasi invincible. Finalement, on a cet aspect-là en fait très messianique du personnage du héros, quoi. Il est de retour en fait pour répandre la justice en fait. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Et puis de toute façon, la religion, c'est un aspect qui est très 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 présent dans le cinéma de Verhoeven, que ce soit de manière directe ou de manière indirecte. Et là, c'est pas anodin qu'il ait filmé cette scène-là de cette manière. Puisqu'il est à un moment donné Jésus, justement Robocop, elle est là, bras écartés, et puis il se fait sauter la main, il perd la main. Et il est présenté en plus comme un personnage messianique, c'est-à-dire de quelqu'un de bon qui arrive, qui dans cet âge-là, voilà, et puis qui va être, qui est un peu pur quand on voit le film. Il a sa famille, voilà, et donc cet aspect pur de la société va être littéralement anéanti par l'immoral, par tout ce qui gangrène la société, et puis du coup, comme tu le dis, la résurrection avec cet être indestructible qui va essayer de faire... et c'est là où c'est les multiples paradoxes du cinéma de Verhoeven. C'est à la fois souvent cette critique de la religion, mais cette utilisation aussi de ces symboles vis-à-vis de ce qu'ils représentent pour les gens. Et c'est souvent assez marqué dans ces films, effectivement. Ouais, chez Verhoeven, c'est quelque chose de très anticonformiste, en fait. Il aime bien, en fait, taper là où ça fait toujours très mal. Et il le fait toujours de façon soit crue, ou soit très ironique, soit cynique par derrière, quoi. C'est l'une des forces du réalisateur. Et Robocop, en fait, a été le premier choc de sa carrière, on va dire, américaine. Mais c'est toujours un mec très intelligent aussi dans la façon dont disposer les caméras, dont il va disposer en fait chaque séquence au plus proche en fait du choc qu'il a envie de mettre. Il y a toujours des séquences aussi. Par exemple, Robocop, en fait, c'est vrai que quand il est sorti, on a tous les pires aspects en fait des actes cruels qu'on peut voir dans une rue, on va dire typique dans les films d'action des années 80. On a une femme qui est au bord de se faire violer. On a donc des actes de braquage. On a des actes de cruauté envers la police, même sur d'autres personnes. Donc en fait, oui, tout est là en fait. Mais en fait, tu vois, quand on pense à Verhoeven, autant on pense à certains autres réalisateurs qui ont vraiment, en termes si on parle vraiment de mise en scène, qui ont un certain nombre de signatures, de plans qui reviennent, de systèmes de réalisation. Chez Verhoeven, forcément la technique chez Verhoeven, c'est la thématique. C'est plus le ton. C'est vraiment un truc qui est beaucoup plus proche du ton. Le ton, la réalisation va être au service de ce ton, de cette manière, et c'est déjà très présent dans Robocop. C'est totalement présent dans Robocop. Et c'est un film, comme on l'a expliqué auparavant, donc malgré les âges, en fait, n'a pas pris de ride. Peut-être à part l'animation du robot ED209. Moi, j'aime bien. C'est très typique de l'époque. C'est un travail de Phil Tippett qui a du stop motion, mais qui fait un travail monstre là-dessus. Hein. Ouais. Et je trouve que c'est en fait là, je l'ai revu hier là, et c'est vrai que cette animation image par image là de l'autre robot par Robocop, l'autre. Bon. En fait, moi, je l'aime bien parce que du coup, elle rappelle que voilà, c'est un film qui a été fait quand même dans les années 80. Et surtout l'animation l'animation de l'introduction du robot là, donc le robot E209, qui va donc être un peu cette espèce de némésis à Robocop par la suite. Donc, il y a un robot qui est programmé à la base pour protéger les membres du comité directeur. Il y en a un qui se fait virer. Et là, en fait,
Ah non, c'est pas ce moment-là. Non, il se fait pas virer. Non, pardon, je confonds. Il est pas encore. C'est l'autre après, qui se fait virer. C'est pas Robocop. Il est pas encore prêt. Le prototype. Et dès la première scène, il en tue un. Il en tue un à la réunion vraiment de mise en place de ce nouveau projet, avec derrière une maquette de Delta City, la nouvelle ville qui va jaillir de cette ville morte qui est Détroit, et donc le robot va littéralement fusiller 70 fois ce personnage qui va s'écrouler sur cette maquette. Et puis Verhoeven en plus il l'abuse, hein. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où même quand il est mort, il se fait encore éclater. Et c'est là où elle est la mise en scène particulière de Verhoeven. C'est là où on la retrouve. C'est pas forcément sur tel cadrage, sur telle chose. Cette séquence-là, donc, est un peu le lieu où se trouve donc dans le bureau principal va être réutilisé encore, donc c'est pour ça qu'en fait j'ai fait un lapsus avec Robocop, car Robocop en fait son protocole donc c'était de ne pas attaquer aussi les membres du comité directoire, mais quand la personne se fait virer, et ben là c'est bon, et là il peut s'en occuper et puis il peut le faire tomber de sa tour, ce personnage, qui est bien évidemment une métaphore aussi de perdre son piédestal, perdre sa place dans la société. Et donc comme tu disais, c'était Phil Tippett du coup qui s'occupait qui est dans la production, mais il y a aussi Rick Bottin, qui s'occupait notamment du maquillage. Qui s'occupait également du maquillage. Et donc, bon, ces deux noms quand même un peu légendaires dans Hollywood vis-à-vis de la réalisation des effets spéciaux. Donc voilà, c'est pas aussi anodin que Verhoeven ait réussi de s'entourer de ces gens-là. Surtout Tippett, rappelons-le. Et il va revenir. Qui est l'un des mecs les plus jeunes à avoir reçu un Oscar, donc notamment pour les effets spéciaux. C'était pour Star Wars, l'Empire contre-attaque, où il avait à peine la vingtaine. C'est The Thing, où pareil, il a 20 piges, donc c'est vraiment des noms un peu légendaires et qui donnent aussi cette portée au film, je pense. C'est aussi la réussite des effets spéciaux qui sont Bottin arrive à garder ce côté trash en fait cru que voulait Verhoeven. Donc par exemple la scène avec la main éclatée par un coup de fusil à pompe. On a aussi forcément l'un des méchants qui se fait bouffer à l'acide et exploser par une bagnole. Là, cet aspect-là, on est vraiment même plus sur un cinéma très série B des années 80, on est quasiment sur du Z en fait. C'est trash. Le corps explose, quoi. Enfin, il y a vraiment cet aspect très cru, quoi. Et donc bon, il y a une énorme réussite, je trouve, de cet aspect-là de la production du film. Donc voilà, le mérite est bien sûr aussi aux différents techniciens, à la production et au fait qu'il ait su s'entourer comme ça d'artistes qui ont donné une ampleur supplémentaire, je trouve, au film, et qui ont fait aussi sa réussite. Et ce fut très compliqué pour pas mal de personnes aussi, hein. Peter Weller l'expliquait, il a failli abandonner le tournage ça devait être dur, avec les costumes qui faisaient quasiment plus de 30 kilos par moment. Il a dû vraiment en chier. Voilà. Quand on voit le film aujourd'hui, il a vraiment dû douiller quand même, hein. Et d'ailleurs Peter Weller, on le retrouve également dans le 2, pas dans le 3. Le 3 en fait, il était durant le tournage du Festin nu de Cronenberg. D'accord, ok. C'est pour ça. Alors c'est vrai que en fait Verhoeven, comme je disais, finalement en fait sa critique universelle, son montage, son dynamisme lui fait faire en fait donne à ce film une œuvre, un côté très intemporel, mais je dirais aussi surtout acidulé en fait et vivace. C'est une chose que l'on retient très facilement avec ce Robocop, car finalement avec le temps la lecture est forcément très portée sur le second degré d'une certaine manière. Mais il y a un dur retour réalité par moment qu'en fait Verhoeven arrive très facilement à jouer là-dessus. Et c'est pour ça qu'on parlait toujours d'ambiguïté. Et ça va se voir forcément avec les critiques à la sortie du film. Alors, c'est vrai que le film donc sort le 17 juillet 1987 aux États-Unis. Premier visionnage en France le 20 janvier 1988 grâce au Festival d'Avoriaz à cette époque. Et c'est vrai qu'au tout départ, la critique avait beaucoup de mal à situer le film. Facilement lors de sa sortie, beaucoup voyaient ce film comme un soit pamphlet gauchiste très anti-Reagan, soit comme une vision droitière d'un monde au bord du chaos, quoi. Donc avec le temps finalement on va dire le film a été compris à sa juste valeur. Il y a eu beaucoup aussi d'interventions de la part de Verhoeven avec le temps, et surtout forcément après les films de Verhoeven a fait clairement comprendre ce qu'était le style du réalisateur pour les Américains et pour le public lambda, donc que c'était quelque chose de très vivace. En fait. Oui, et puis ça devait être un ovni quand les gens l'ont découvert, quoi. Parce que nous, forcément, après, on a vu Total Recall, on a vu Starship Trooper, on sait où un peu il a envie d'y venir, Verhoeven. Mais je pense qu'à ce moment-là, à la découverte du film, ça devait vraiment être un objet un petit peu difficile à appréhender.
qui devait, ou moralement, on devait avoir un peu de mal à se situer, en tout cas à sa découverte. Ouais. Surtout qu'en fait, le succès du film en fait est plus ou moins inattendu à sa sortie. Alors donc le film est un bon succès commercial, il a rapporté 53 millions en Amérique du Nord pour un budget de 13 millions, donc c'est quand même plutôt pas mal. En France, il a réalisé 1,7 million d'entrées à peu près. Et c'est vrai que pourquoi je dis c'est un succès plus ou moins inattendu. Le contenu satirique et anticonformiste aurait pu nuire pour certains au potentiel commercial du film. Et finalement, il n'en est rien. Mais ironiquement, par la situation même, l'iconisation donc, de son héros, de son Robocop, donc, va permettre le développement, comme je le disais auparavant, donc de deux suites. On a eu Robocop 2, puis Robocop 3, mais aussi il y a eu des produits dérivés, il y a eu des dessins animés, et c'est quand même très ironique de penser qu'il y a eu des dessins animés, alors que le film était interdit au moins de 13 ans, voire peut-être 16 ans et à l'époque. Que les pubs qu'on voit dans Robocop, il y a eu des mêmes pubs pour Robocop, 10 ans plus tard, pour nous faire acheter, quand on était gamin, des figurines Robocop. Voilà. Donc la boucle est bouclée, et Verhoeven a gagné la bagarre. C'est absolument absurde, et ça marche, quoi. C'est ça qui est énormément drôle, quoi. Mais c'est vrai que forcément la qualité du film va être moindre. D'ailleurs, Verhoeven n'en fera qu'un seul. Le deuxième serait réalisé notamment par Irving Kershner. Donc, je parlais de l'Empire contre-attaque. C'est le réalisateur de l'Empire contre-attaque qui fait le 2. Donc, on a histoire, on va dire, un peu plus d'essorer cette licence. On va voir également aussi une série télé, qui va voir le jour en 94. Une télésuite sera également mise en place sous le nom de Robocop 2001. Et pourquoi, en fait, Robocop a autant cette influence-là, en fait je dirais que comme on en a expliqué dans quasiment tout le film, toute l'analyse, en fait, du film, c'est un personnage iconique. Et en fait, forcément, des sociétés comme Orion, mais surtout derrière la Fox, ont voulu capitaliser à fond sur la chose, quoi. Après, moi, alors il y avait aussi le dessin animé. J'ai un peu de souvenirs. J'ai quelques souvenirs quand j'étais petit, donc c'est pas non plus un dessin animé qui passait. Voilà. Oh non, il y a eu beaucoup de projets. Alors c'est vrai que Robocop, en fait, c'est même assez inespéré de voir ce projet voir le jour, en fait, en termes de dessin animé, parce qu'il y a eu beaucoup de. En fait, les années 80 ont été une période assez phare pour les dessins animés, on va dire, d'adaptation de licences, etc. Pourquoi c'est simple, c'est-à-dire que quelque chose de connu, tiens, c'est simple, on peut en faire des jouets. Ça a été fait énormément, notamment à cette période-là. On a eu Robocop, on avait aussi d'autres licences comme Street Fighter et compagnie. Et certaines, en fait, il y a eu un certain holà parce que ça pouvait être assez violent d'une certaine manière. Il fallait savoir que la série Alien, donc après Aliens, ils voulaient faire donc notamment un dessin animé qui n'a jamais vu le jour, mais les jouets sont sortis quand même. C'est pour ça qu'il y a eu des jouets aliens dérivés sur différents types d'aliens, notamment un alien volant qui notamment devait sortir en fait dans un dessin animé. D'accord, tu vois, ça j'étais pas au courant. J'ai quelques souvenirs de ce dessin animé, mais c'était beaucoup plus, c'était avec un ton évidemment très différent du film, et je parle pas que de la violence, je parle même on n'est plus du tout sur la patte Verhoeven, c'est-à-dire qu'il y a plus de, on peut pas avoir le dessin animé c'est simple déjà à la base, on est beaucoup plus sur les justiciers, c'est des lasers. Non mais voilà, c'est-à-dire que le Robocop a été rattrapé par le côté simplement son aspect justicier qui va devoir triompher de la racaille qui règne sur la ville, quoi. Donc je t'avoue que j'ai pas une grande envie de voir les suivants qui sont pas faits par Verhoeven. Et il a un jetpack pourtant dans le 3. Ouais, bon, voilà, si c'est juste pour le jackpot. Bon, après, j'ai vu le remake. Oui. Et le malheureusement, film de Rosé Padilla, malheureusement, le remake, du coup, il est pas bon, quoi. Parce que le film veut faire justement quelque chose en fait, le film veut faire le projet principal qui était à la base Robocop, à savoir un film premier degré. Et puis, ça marche pas. Et bon, alors, il y a plein de raisons pour lesquelles ça marche pas, mais c'est quand on revoit la puissance du Robocop original et qu'on voit le morne de ce remake, ou qui ne tente rien, qui n'essaie rien, qui va juste nous raconter... Le film se concentre uniquement sur le personnage qui essaye de se souvenir, en fait, voilà, de sa famille. Et ça va être une quête d'identité. Alors, c'est pas que c'est inintéressant d'avoir une quête d'identité sur le personnage principal. C'est vrai que ça a le mérite de changer le ton par rapport au premier, mais c'est aussi le problème du film, c'est qu'il ne peut pas apporter grand-chose de plus. Non, au final, on est vraiment sur on est sur l'aspect de Robocop qui n'intéressait pas Verhoeven, en fait. Ouais, voilà.
Et ce sur quoi lui s'est détourné pour en faire un film qui est devenu intéressant et qui est le seul film vraiment intéressant de Robocop. Et c'est pas anodin. Non, c'est clair, mais c'est vrai que donc... comment dire, qu'est-ce qu'on peut revenir un peu plus sur ce film en fait. C'est vrai que Robocop en fait c'est un film qui a réussi à développer tout un personnage, toute une licence en fait finalement quand on y pense, mais surtout en fait c'est un film qui a un impact terrible en fait à cette époque. On est donc à la fin des années 80, on commence vraiment à voir à travers ce film et dans d'autres films aussi cette ironie sur cette vision de l'américaine, sur cette vision dorée américaine qui ne l'est en fait qu'en surface et que derrière elle est complètement pourrie. Beaucoup de films en fait jouaient sur ce côté très premier degré, comme par exemple aussi Oliver Stone en a voulu parler dans Wall Street. Cette fois-ci là en fait Verhoeven arrive un peu à condenser en fait quasiment tous les mots de la société américaine en un seul film en fait d'une certaine manière. Comme je le disais, donc on retrouve cette espèce de grande société américaine militaro-industrielle qui veut carrément s'emparer d'une ville, la privatiser, même jusqu'à avoir tous les aspects donc des sociétés publiques, donc que ce soit les hôpitaux, que ce soit la police, pour son propre profit, pour développer en fait sa propre ville, Delta City, donc qui va bouffer Détroit d'une certaine manière. Et d'un autre, en fait, on a quand même les gens de la société d'en bas qui ne font que survivre, mais qui sont obligés de suivre parce qu'ils n'ont pas la force nécessaire de continuer ces choses-là. Il y a un côté très défaitiste en fait d'une certaine manière. Oui, il y a un côté, la bagarre elle est déjà perdue. Voilà. Ça y est, on a perdu la bagarre. C'est l'argent qui a fini par voilà, gagner dans tous les aspects de la société. Les individus sont sujets à ça, et du coup, comme tu le dis, il n'y a pas que la police, il y a aussi vraiment une des pubs qui concerne, comme tu le disais, là, la santé, c'est-à-dire que et la santé et l'éducation et tout ça est aux mains de l'entreprise, et c'est le paroxysme de la société consumériste, et c'est un aspect qui reviendra d'ailleurs dans d'autres films de Verhoeven lorsqu'il parle des États-Unis. Et je pense que voilà, ça c'est un des aspects qui rend le film qui rend encore le film encore intéressant à voir aujourd'hui. C'est c'est cet aspect de ce film qui est en fait un blockbuster, un film d'action qui est fun, qui est rigolo, mais qui a un message qui est ambigu, mais qui a un discours, et c'est ça qui rend le film, je trouve, encore plus fort aujourd'hui. C'est que c'est quelque chose qui existe beaucoup moins, ou en tout cas qui est beaucoup moins fait. Quand un film qui est un blockbuster qui a coûté de l'argent avec des vedettes, en général ils n'ont pas trop d'intérêt à faire un discours subversif. On met pas trop de messages, histoire de ou alors on sait pas le faire, pas blesser les gens, ou alors ce sera bateau. Voilà, et c'est là où Robocop est fort, et où encore plus peut-être même je trouve que le Starship Trooper là-dessus c'est quand même incroyable. C'est cette capacité à l'intérieur du système et de Hollywood d'être en mesure, avec virtuosité, avec talent, de faire des films qui ne sont pas simplement des films popcorn tels qu'on peut le voir si on fait un peu le boomer aujourd'hui. Les films popcorn d'aujourd'hui, bon voilà, c'est quand même un fait, quoi. C'est que les grosses productions n'ont plus les moyens du subversif, n'ont plus les moyens de faire un cinéma qui va questionner, n'ont plus les moyens de faire un cinéma qui va pas simplement être du spectaculaire pour du spectaculaire. Oui, surtout qu'en fait le côté spectaculaire, beaucoup vont le garder, et beaucoup en fait vont vouloir bosser avec Verhoeven, notamment un certain Schwarzenegger, qui va donc l'aider en fait à l'avoir pour la réalisation de Total Recall, qui est un des projets qu'il voulait faire absolument depuis pas mal de temps, notamment pour une adaptation de Philippe Kilik. Et c'est vrai qu'en fait Verhoeven, c'est un réalisateur qui n'hésitera pas aussi d'une certaine manière à changer de ton radicalement. C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter de tomber sur, on va dire, des acquis très critiques, très acidulés comme l'a été Robocop, Total Recall, en fait, c'est un film qui va plutôt s'orienter, se concentrer sur le est-ce que je vis ce que je vois à l'image, ou est-ce que c'est encore un autre monde, est-ce que c'est un rêve. Il y a toujours ce côté quand même très critique de la société, parce que là, finalement, on a encore aussi les puissants contre les petits, notamment sur Mars, dans Total Recall. Et il y aura un changement de ton très radical par la suite, parce que finalement, 92 sort Basic Instinct. Donc là, on est vraiment sur, à la base, un script qui a été l'un des scripts les plus chers vendus de l'histoire,
et ça va lancer notamment la carrière absolument dantesque de Sharon Stone au tout début des années 90. C'est vrai que Verhoeven, c'est finalement un mec là où on n'attend pas, et ça va se voir encore un peu plus avec notamment Showgirls en 95 qui va un petit peu le foutre en banc de la société et des réalisateurs américains. Il va être puni, mais bon, heureusement il a quand même pu, avant de partir, il a quand même pu livrer Starship Troopers. Il a livré Starship Troopers, après il a fait aussi Hollow Man en 2000. Il a fait Hollow Man, bon, qui était son... Je crois que c'est le dernier. Hein, c'est son dernier aux États-Unis. C'est le dernier, qui n'a pas été une grosse réussite. Absolument un four total. Un four, ouais. Et il va revenir notamment donc aux Pays-Bas avec Black Book en 2006. Très bon Black Book. Ouais. En 2012 aussi avec Tricked. Mais il reviendra finalement aussi en Europe, mais en France à partir de 2016 avec Elle, puis en 2021 avec Benedetta. À 80 piges, il continue. Hein. Ouais, à 80 piges, il continue. C'est dingue de se dire que ce mec est arrivé à 50 ans aux États-Unis et qu'il a fait tous les films qu'on vient de dire. C'est quand même fou. C'est quand même dingue. Bon, après, moi, je connais pas bien, je préfère le dire, toute sa partie avant, à part La chair et le sang, j'ai pas vu ces films d'avant. Comme Spetters ou Turkish Delight, comme je disais. Turkish Delight. Mais bon, quand tu fais le bilan de la carrière, c'est quand même fou d'avoir une carrière où il y a autant de choses qui reviennent de film en film, mais qui au final fait une filmographie aussi diversifiée en termes de budget, en termes de plein d'aspects, d'avoir échec, réussite, star, pas de star, film méconnu, film maudit. Il y a un peu de tout dans sa carrière. Et puis surtout, gérer des stars, comme je disais, Schwarzenegger, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus différent des autres. Mais c'est vrai que pour terminer un petit peu là-dessus, Verhoeven le disait de lui-même, en fait, pour lui, en fait, c'est un réalisateur qui se sent politiquement très à gauche, mais qui adore beaucoup jouer sur l'ambiguïté et tirer sur la corde jaune. Voilà. Ouais, bah ça résume bien un petit peu le fait qu'on peut pas le mettre dans une case. Certains disent, voilà, on peut aimer certaines choses dans son film, mais c'est difficile. Je pense qu'il est assez malin pour faire en sorte, et je crois que c'est un truc qu'il avait dit d'ailleurs, si à un moment donné mon film a un message, c'est qu'il est plus bon. Que c'est plus artistique. Il ne fait plus réagir. Voilà, il ne marche pas. L'art, c'est pas de donner un message. Donc je pense qu'il a toujours voulu se défier de cet aspect-là, en faisant un cinéma qui peut être très politique, qui peut être avoir un discours, une vraie... Et même travailler sur l'histoire. Black Book se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, parle de la résistance aux Pays-Bas et notamment de l'implication en fait d'être aussi proche du camp nazi pour se rapprocher de la résistance d'une certaine manière. Donc il y a toujours cette ambiguïté en fait qui est un peu partout dans ces films. Elle, j'en parle même pas en termes d'ambiguïté, il est assez fort. Benedetta, c'est à peu près la même chose. L'ambiguïté est toujours très très présente dans ces films. Que ça soit frontal ou pas, ou premier degré ou second degré d'une certaine manière. L'ambiguïté et les femmes, globalement. Ça c'est quand même son thème. Il aime bien parler de la violence, tout ça. Bon, il y aura quand même toujours un peu des jolies actrices dans ses films. Je pense que ça reste le fil rouge de sa carrière. Après, c'est surtout aussi la façon en fait, dont on travaille sur la religion. En fait. Elle est aussi très présente par le biais des personnages féminins. Attention aussi. C'est les trois sujets, c'est qu'on l'avait dit, violence, sexe et religion, c'est les trois thèmes qui vont revenir dans toute sa carrière et qui vont se mêler les uns les autres. Et voilà, et puis bon, il a 80 pistes, je crois qu'il va encore tourner quelque chose. Alors, il y avait plus ou moins un projet, pour l'instant ce n'est plus trop... C'est plus d'actualité. Plus trop d'actualité, on ne sait pas plus. Donc depuis Benedetta, du coup, depuis 2021, voilà. D'accord. Okay. Alors il avait un projet de longue haleine qu'il voulait faire sur Jean Moulin, ça ne s'est jamais fait, donc je pense pas qu'il le fasse. Jean Moulin, ça aurait été très surprenant, oui. Ouh là là. Surtout un réalisateur de cette trempe-là, travailler sur je pense que certains auraient crisé énormément. Comme tous ces films. Dans la politique française. Toujours des gens pas contents quand il sort un film, c'est toujours... Oh là là, il nous fait chier quand même, ce land des violents là. Ouais, mais c'est Verhoeven. C'est un Verhoeven, et puis il nous a sorti quand même des films absolument monstrueux comme Robocop en fait, qui est un film très intéressant encore à l'heure actuelle, je trouve, et qui est un film qui a encore beaucoup de choses à dire en 2024. Merci à toi, Joe. Merci à toi. On revient la semaine prochaine pour un tout autre sujet. On se laisse avec un morceau, et j'ai oublié de le dire car il y a un truc très important avec Robocop, c'est Basil Paul Douris, parce que Basil Paul Douris, quand on prend un compositeur de cette trempe-là dans les années 80, on savait quoi en amener en fait aussi d'une certaine manière. On a le compositeur de Conan qui arrive après à nous faire aussi une bio très prenante avec Robocop, toujours avec un style très particulier, très on va dire d'une certaine manière très académique, très classique, mais qui marche de façon diabolique.
Merci Joris à la régie. Ciao tout le monde. Salut. RCN, www.rcn-radio.org